Ce soir, de violents orages frappent le nord-est. Les autorités annoncent qu'un garçon a été frappé par la foudre dans Central Park à New York. Une alerte à la tornade près de Philadelphie. Arrêt au sol dans les aéroports, des vols annulés ce soir. Des vents violents, des éclairs et de fortes pluies le long du corridor I-95. De Washington DC à Philadelphie, de New York à Boston. Des rafales de vent dépassant les 100 km/h. Des centaines de milliers de personnes sont actuellement privées d'électricité. Plus de 500 vols annulés, plusieurs aéroports ont émis ces arrêts au sol. Les orages, puis plus de 200 millions d'Américains se préparent à une chaleur extrême. La température ressentie atteindra 40,5 degrés à New York. Lee Goldberg nous présente les prévisions. Également ce soir, la nouvelle déclaration du président Trump sur l'Iran. Le président Trump s'est réuni avec ses conseillers à la sécurité nationale dans la salle de crise pour la 3e journée consécutive. Sa nouvelle échéance à 7 heures pour toute éventuelle action directe contre l'Iran. Et ce soir, en coulisses, ce que des sources confient à Martha Raddatz, les inquiétudes des 7 bombes de 13 600 kg qui constituent l'une des options américaines. Elle a été testée mais jamais utilisée en temps de guerre. Également ce soir, ici aux États-Unis, l'explosion d'un pas de tir d'essai. Le vaisseau 36 vient d'exploser. Un Starship de SpaceX a explosé dans une boule de feu. La déflagration a fait trembler des maisons à des kilomètres à la ronde. Ce qu'Elon Musk en dit ce soir. Autre développement, la scène tendue devant le Dodger Stadium. Des dizaines d'agents fédéraux masqués et équipés de matériel tactique postés juste devant les grilles. Les Dodgers ont déclaré ce soir avoir refusé l'accès aux agents. Les manifestants se sont rapidement rassemblés. Trevor Alt est sur place. Ce soir, vous entendrez la fillette de 9 ans qui a survécu à une attaque de requin terrifiante en Floride. L'opération pour rattacher et sauver sa main. C'est remarquable. Ce soir, le crash d'avion mortel dans le nord-est. Un petit avion s'est écrasé en plein quartier résidentiel. Des images spectaculaires de caméras piétons montrent des policiers se précipitant pour sauver une voiture pleine de passagers tombés à l'envers dans l'eau. Et ce soir, les images vues dans le monde entier. Un conducteur descend les célèbres escaliers de la place d'Espagne à Rome avec sa voiture. Ça ne s'est pas bien terminé. Depuis le siège mondial d'ABC News à New York, voici World News Tonight avec David Muir. Bonsoir, et nous sommes ravis de vous retrouver en ce jeudi soir très chargé. Nous commençons ce soir avec de violents orages tout le long de la côte est. Les autorités indiquent qu'un garçon a été frappé par la foudre dans Central Park à New York. Une alerte à la tornade près de Philadelphie. Des arrêts au sol dans les principaux aéroports, plus de 500 vols annulés. Et alors que nous prenons l'antenne ce soir, des centaines de milliers de personnes sont désormais privées d'électricité. Des éclairs, des vents violents dépassant les 100 km/h et de fortes pluies remontent le corridor de I-95. Certaines de ces tempêtes frappent New York, que l'on voit arriver au-dessus de la skyline de Manhattan et traverser l'East River jusqu'au quai de Brooklyn. La police indique qu'il s'agissait d'un garçon de 15 ans qui a été frappé par la foudre ce soir dans Central Park. Il précise qu'il est conscient et alerte. Le système a généré au moins 12 tornades signalées, endommageant un complexe sportif à Jacksonville, dans l'Illinois. Et d'importantes inondations également qui ont entraîné la fermeture de I-40 dans les deux sens. C'est juste à la frontière entre la Caroline du Nord et le Tennessee. Et juste derrière ces tempêtes, plus de 200 millions d'Américains se préparent à une chaleur extrême. La température ressentie atteindra 40 degrés ici même à New York. Lee Goldberg a les prévisions météo. Il va tout nous expliquer. Et ce soir, Stéphanie Ramos d'ABC avec les images. Elle est ici même à New York. Ce soir, un système météorologique violent balaie le nord-est, apportant des vents potentiellement destructeurs et des inondations. Des cellules orageuses ont déversé des trompes d'eau sur New York en fin d'après-midi. Bonjour. On reçoit plusieurs appels pour la 5e avenue et la 96e est, quelqu'un frappé par la foudre. Ce sera dans le parc. La police indique qu'un garçon de 15 ans a été frappé par la foudre à Central Park, près de l'Upper East Side de Manhattan, ajoutant qu'il était conscient et alerte après l'incident. Les orages ont forcé l'arrêt au sol des avions dans les aéroports de Washington DC, Baltimore et Newark cet après-midi. Des centaines de vols annulés, des milliers retardés. Des rafales de vent dépassant les 100 km/h. Plus de 500 000 foyers privés d'électricité dans le Mid-Atlantique et de Nord-Est. Le système a laissé derrière lui une traînée de dégâts en traversant le centre des États-Unis. De fortes pluies et des vents ont arraché des branches d'arbres à Indianapolis. Juste là. Au moins 12 tornades signalées dans 4 États depuis mercredi après-midi. Cette portion de I-40 près de la frontière entre le Tennessee et la Caroline du Nord a été submergée par les eaux de crue. Les autorités indiquent qu'elle restera fermée pendant au moins 2 semaines. David, ici à New York cet après-midi, nous avons connu des épisodes de chaleur extrême alternant avec ces puissants orages. Une grande partie du nord-est devrait connaître des conditions similaires ce soir. David.
Stéphanie Ramos ici à New York. Merci, Stéphanie. Passons tout de suite au chef météorologue Lee Goldberg de notre station new-yorkaise WAPK qui suit la situation de près. Lee, ces orages vont se poursuivre dans la soirée et juste après, une chaleur extrême et dangereuse arrive. David, le ciel s'assombrit derrière moi en ce moment même. D'ici une heure, ces orages vont atteindre New York. Des alertes d'orages violents sont en cours sur certaines parties du New Jersey en ce moment. Un après-midi instable dans le Mid-Atlantique qui se poursuit en soirée, de la Virginie jusqu'au Maine, avec des rafales atteignant 100 km/h. Il y a eu des dégâts, des impacts de foudre, des maisons touchées, des blessés. Nous allons devoir faire face à cette situation jusqu'en début de soirée. Demain, les intempéries violentes vont se déplacer vers les grandes plaines du Nord et le Midwest. Dans la zone sévère se trouvent Bismarck, Fargo et Aberdeen pour des vents destructeurs et de grosses grêles. Le front qui provoque ces orages remonte vers le nord. Cela ouvre la porte à la chaleur alors que nous approchons du week-end. On aura une sensation de 42 degrés Celsius à Omaha, 41 degrés Celsius à Minneapolis samedi. Une chaleur accablante qui va s'étendre jusqu'au nord-est pendant le week-end. On parle de températures ressenties à 3 chiffres à Washington, New York et Boston. C'est le début d'une vague de chaleur qui va se poursuivre la semaine prochaine, probablement avec des records de température. David. Oui, des températures ressenties vraiment extraordinaires là-bas. Il va falloir prendre cela très au sérieux, Lee. Merci. Nous nous tournons maintenant vers la nouvelle déclaration du président Trump ce soir concernant l'Iran. Le président s'est réuni avec ses conseillers à la sécurité nationale dans la salle de crise pour la 3e journée consécutive. Son nouveau calendrier ce soir pour toute action directe possible contre l'Iran. Et ce soir, en coulisses, voici ce que des sources confient maintenant à notre journaliste Martha Haddad, les inquiétudes des 7 bombes de 30 000 livres qui fait partie des options américaines. Elle a été testée mais jamais utilisée en temps de guerre. Mais d'abord, Marie Bruce avec ce que le président dit désormais sur une éventuelle action directe des États-Unis contre l'Iran. Pour la 3e journée consécutive, le président s'est retranché dans la salle de crise pour décider si les États-Unis vont prendre des mesures directes contre l'Iran. Voici la déclaration officielle qui a été vue ensuite dans la salle de presse. J'ai un message directement du président, et je cite, « Compte tenu du fait qu'il y a une chance importante de négociation qui pourrait ou non avoir lieu avec l'Iran dans un avenir proche, je prendrai ma décision d'y aller ou non dans les 2 prochaines semaines. » J'ai demandé à la porte-parole si, en l'absence de progrès dans les 2 prochaines semaines, cela signifiait que les États-Unis allaient bombarder l'Iran. Est-ce qu'il dit que si l'Iran ne revient pas à la table des négociations dans les 2 prochaines semaines, le président frappera? Le président dit qu'il prendra une décision d'y aller ou non dans les 2 prochaines semaines. C'est très clair et direct. Voit-il des signes de progrès? Il garde manifestement espoir pour des négociations, mais voit-il des indices de progrès qui lui donnent cet espoir que des discussions sont encore possibles? Eh bien, c'est pour cela qu'il a dit, dans la déclaration que je viens de vous lire, étant donné qu'il y a une chance importante que des négociations aient lieu ou non avec l'Iran dans un avenir proche. Il prendra cette décision dans les 2 prochaines semaines. Et qu'est-ce qui lui fait penser qu'il y a encore une chance? Je ne vais pas entrer dans les raisons et la logique qui font que le président le pense, mais c'est sa position, et il prendra une décision dans les 2 prochaines semaines. La Maison-Blanche a insisté aujourd'hui sur le fait que l'Iran dispose de tout ce qu'il faut pour obtenir une arme nucléaire, affirmant qu'une fois que le guide suprême donnera son feu vert, il pourrait achever la production en quelques semaines. Une source proche du dossier a déclaré à ABC News, un facteur clé qui pèse sur la décision du président, c'est le temps nécessaire pour que des moyens militaires américains supplémentaires arrivent dans la région afin de défendre les intérêts américains si besoin. Cela pourrait prendre encore plusieurs jours. Un groupe aéronaval se trouve encore en Virginie, mais la pression pour qu'il prenne une décision ne fait qu'augmenter. Selon une source, le président est troublé par les profondes divisions au sein de son propre parti sur la marche à suivre, atteindre des négociations ou rejoindre l'attaque. Un allié clé qui prône la retenue, Steve Bannon, a été aperçu aujourd'hui à la Maison-Blanche. Ce soir, une source nous confie que Trump essaie de se motiver, de se convaincre que, quelle que soit la décision qu'il prendra finalement, elle sera justifiée. Le nouveau délai de 2 semaines que s'est donné le président pour décider est un coup dur pour le premier ministre israélien Benjamin Netanyahou, qui espérait désespérément que les États-Unis rejoignent l'offensive en cours d'Israël contre l'Iran. Au cours des dernières 24 heures, l'Iran a riposté. Une vidéo circulant en ligne montre le moment où un missile balistique frappe un grand hôpital en Israël, une épaisse fumée s'élevant dans le ciel. Tel Aviv a également été frappé. Notre correspondant Yann Panel est sur place. Des dizaines de missiles iraniens ont été tirés en plein cœur de la plus grande ville d'Israël. Vous pouvez voir ici les dégâts causés à l'immeuble. Ce soir, Netanyahou est interrogé sur la décision de Trump. Le président Trump fera ce qui est le mieux pour l'Amérique. J'ai confiance en son jugement. Et David, tout cela intervient alors que les dirigeants européens doivent rencontrer demain les Iraniens à Genève. Un haut responsable nous a confié ce soir que le président espère que ce délai de 2 semaines, je cite, donnera aux Iraniens l'occasion de retrouver la raison.
Mais David, ne vous y trompez pas, le président doit encore prendre cette décision cruciale et il s'est désormais fixé une date limite pour le faire. David? Marie Bruce posait des questions aujourd'hui dans la salle de presse. Merci, Marie. Passons tout de suite à Martha Raddatz, qui a également de nouvelles informations ce soir. Nous avons entendu Marie le dire. Martha, une partie du calcul ici inclut le fait que les États-Unis continuent de déployer des moyens dans la région à toute vitesse. Et Martha, c'est un sujet sur lequel tu as enquêté aujourd'hui, cette bombe de 30 000 livres. On sait qu'elle a été testée, mais elle n'a jamais été utilisée en situation de guerre auparavant. Exactement, David. Cette bombe, la Massive Ordnance Penetrator, ou MOP, ne peut être larguée que par le bombardier furtif B-2. La bombe de 30 000 livres peut pénétrer profondément en Irak et a été testée avec succès à de nombreuses reprises, mais elle n'a jamais été utilisée sur le champ de bataille. Les États-Unis ont utilisé la Moab, plus petite, une bombe de 22 000 livres, avec succès, pour faire exploser des grottes en Afghanistan. Mais si le président décide que les États-Unis frapperont l'installation nucléaire de Fordo, ce sera la première fois qu'elle sera utilisée. Il y a donc certaines inquiétudes quant à son efficacité lors d'une frappe réelle, car on ne sait pas grand-chose sur Fordo, mais il est probable que plusieurs de ces bombes seraient lancées en raison de cette incertitude. Et bien sûr, David, les États-Unis veulent toujours déployer tous leurs moyens dans la région. David? Martha Raddatz, de retour à Washington pour nous ce soir encore. Merci. Passons maintenant à cette explosion spectaculaire d'une fusée SpaceX lors d'un test de prévol au Texas. Regardez les images ce soir. Le Starship sur la rampe d'essai, explosant en une boule de feu. L'explosion a fait trembler des maisons à des kilomètres à la ronde. Et ce soir, ce que le PDG de SpaceX, Elon Musk, dit à propos de la déflagration. Mireia Valarial d'ABC est ce soir au Texas. Ce soir, des images saisissantes d'un test de prévol de SpaceX. Quoi? Non, ce n'est pas bon. Le Starship a explosé dans une série de détonations massives. Le vaisseau 36 vient d'exploser. Ces flammes impressionnantes ont embrasé le ciel du sud du Texas. SpaceX se préparait pour un essai statique de routine, chargeant le carburant avant d'allumer les moteurs du Starship. Il pense qu'un réservoir sous pression a explosé, déclenchant une série de déflagrations. Les pompiers sont en route. Le site d'essai avait déjà été évacué et il n'y a eu aucun blessé. On entend encore quelques détonations. On ne sait pas encore combien de dégâts ont été causés à la zone de lancement. Oh mon Dieu, je tremble. SpaceX se préparait pour le 10e vol d'essai du Starship. Les 3 précédents se sont terminés par des explosions. Ici, des débris enflammés traversent le ciel des Caraïbes après qu'un Starship a subi une défaillance catastrophique. L'incident a obligé les vols à être détournés. La FAA exige que SpaceX enquête sur ce qui s'est passé. David, tôt ce matin, Elon Musk a semblé qualifier cette explosion de, je cite, « juste une égratignure » sur les réseaux sociaux, mais tu sais que le succès de Starship est crucial pour son objectif ultime d'essayer d'envoyer des humains sur Mars. David? Ce sont des images extraordinaires que nous avons vues aujourd'hui, Mireia. Merci. Passons maintenant à la scène tendue devant le Dodger Stadium à Los Angeles. Des dizaines d'agents fédéraux masqués et équipés de matériel tactique étaient positionnés juste devant les portes. Ce soir, les Dodgers déclarent qu'ils ont refusé l'accès aux agents. Trevor Hall est sur place pour nous. Ce soir, des scènes tendues au Dodger Stadium. Des dizaines d'agents fédéraux masqués en tenue tactique ont été aperçus juste devant les portes. Des manifestants se sont également rapidement rassemblés. J'ai une boule de lumière. La police de Los Angeles a été appelée sur les lieux. Les Dodgers ont déclaré dans un communiqué, ces agents ont demandé l'autorisation d'accéder au parking. L'organisation leur a refusé l'entrée sur le site. Mais le DHS a réagi en déclarant « Cela n'a rien à voir avec les Dodgers ». Les véhicules de la Custom and Border Protection se sont trouvés très brièvement sur le parking du stade, sans lien avec une quelconque opération ou mesure d'application de la loi. Cela fait suite à plusieurs jours d'affrontements houleux entre les forces de l'ordre et les manifestants, le président Trump ayant envoyé des centaines de marines. L'ICE continue d'intensifier ses opérations dans tout le comté de Los Angeles. Cette vidéo, aujourd'hui, montre un agent poursuivant un homme près d'un Home Depot, le retenant, et des agents procédant également à une descente dans cette station de lavage à Glendale, alors que l'administration promet d'augmenter les expulsions sans se laisser décourager par les manifestations. David, les Dodgers ont été critiqués pour leur silence face à l'intensification des descentes de l'ICE, mais l'organisation prévoirait d'annoncer des initiatives en soutien aux communautés immigrées touchées. David? Très bien, Trevor Hall nous en parle ce soir. Merci, Trevor. Nous revenons maintenant sur cette attaque de requin horrible en Floride, et ce soir, nous entendons le témoignage de la fillette de 9 ans qui a survécu à l'attaque. Et ce soir, ces médecins décrivent l'opération qui a permis de rattacher et de sauver sa main.
Victor Ocando, en direct de Floride ce soir. Ce soir, la fillette de 9 ans victime de la morsure de requin et ses médecins partagent des détails remarquables sur l'attaque et sur la façon dont ils ont pu lui rattacher la main qu'elle avait failli perdre. Quelque chose de dur m'a mordu puis a essayé de m'emporter. Ensuite, je ramasse ma main et elle est complètement ensanglantée. C'était juste la semaine dernière, selon les autorités, lorsqu'un requin arrachait la majeure partie de la main droite de Léa Lindell alors qu'elle faisait du snorkeling à Boca Grande, sur la coupe du golfe de Floride. Elle était presque entièrement arrachée, vous savez, en une seconde, il y avait tellement de sang dans l'eau. Léa a été transportée par hélicoptère à l'hôpital général de Tampa pour une opération d'urgence. Les médecins ont pratiqué l'opération en moins d'une heure après son arrivée, expliquant qu'ils ont utilisé des vaisseaux sanguins de sa jambe pour aider à rétablir la circulation sanguine dans sa main. C'était la clé du succès de cette intervention, stabiliser le poignet et pouvoir, stabiliser cette base afin que nous puissions ensuite travailler à rétablir la circulation sanguine. Des radiographies montrent l'étendue de la blessure. Une grande partie de la main de Léa était détachée de son poignet. Les médecins ont inséré des broches temporaires pour stabiliser la zone. Sa famille affirme que Léa peut désormais bouger ses doigts. Je ne pensais vraiment pas qu'il y avait la moindre chance de la sauver et je suis tellement reconnaissante envers les chirurgiens pour... Oui. Avoir accompli un tel miracle. Les médecins disent que Léa a une convalescence complexe devant elle, mais comme elle est très jeune et qu'elle grandit encore, elle a en réalité encore plus de chances de récupérer. David? Nous sommes tous derrière Léa ce soir, Victor. Merci beaucoup. L'otage américano-israélien libéré, Aidan Alexander, est rentré ce soir chez lui à Tonafly, dans le New Jersey, accueilli par une communauté qui l'a salué et fêté son retour. Ce jeune homme de 21 ans, capturé lors de l'attaque terroriste du Hamas le 7 octobre, a été libéré le mois dernier après 584 jours de captivité. Il était le dernier Américain vivant retenu en otage. À notre retour à l'antenne, le crash d'avion mortel dans le nord-est, un petit avion s'est écrasé en plein cœur d'une communauté, et ce que nous avons appris. Également, des images spectaculaires de caméras piétons montrant des policiers se précipitant pour sauver les occupants d'une voiture tombée à l'envers dans l'eau. Il y a aussi ce soir des nouvelles concernant le décès de la très appréciée animatrice de Food Network, Anne Burrell. Ce que le FDNY ici à New York déclare désormais à propos de cet appel d'urgence initial, dans un instant. Ce soir, un crash d'avion mortel a eu lieu près de l'aéroport de Beverly, dans le Massachusetts, au nord de Boston. Le petit avion s'est écrasé dans la rue juste après le décollage. Une personne à bord a été tuée, une autre est ce soir dans un état critique. Vous pouvez voir les débris là, dans la rue et dans les arbres. Personne au sol n'a été blessé. À Seattle, les images de ce soir montrent la police se précipitant pour sauver 6 personnes dans une voiture qui avait plongé dans l'eau après une course-poursuite en dehors de Seattle. La vidéo de la caméra piéton montre les agents essayant de les sortir du Puget Sound. Les autorités indiquent que le conducteur roulait initialement à grande vitesse et refusait de s'arrêter, la voiture atteignant à un moment 120 miles à l'heure avant de finir par plonger du quai. 2 personnes ont été tuées, 4 autres, dont le conducteur, ont été hospitalisées. Quand nous reviendrons ici ce soir, la mort de l'animatrice de Food Network Anne Burrell est ce que le FDNY ici à New York déclare ce soir à propos de cet appel d'urgence initial au 911. Et la grande nouvelle ce soir concernant les Dallas Cowboys cheerleaders, un changement majeur. Dans l'index des autres actualités de ce soir, de nouveaux éléments sur la mort de la célèbre animatrice de Food Network, Anne Burrell, retrouvée morte à son domicile à Brooklyn, New York. Le FDNY indique désormais avoir répondu à un appel initial signalant une personne en arrêt cardiaque. Elle était inconsciente et ne répondait pas à leur arrivée. Les autorités attendent bien sur l'autopsie pour déterminer la cause officielle du décès. Direction Rome ce soir pour une scène stupéfiante, une vidéo montre un conducteur descendant les célèbres marches espagnoles en voiture, se retrouvant coincé en chemin. Le conducteur, âgé de 80 ans, était au volant. Selon les autorités, il aurait été apparemment confus. Il a été testé négatif à l'alcool, il aurait peut-être simplement pris la mauvaise direction. Les pompiers ont retiré la voiture à l'aide d'une grue et les marches, construites dans les années 1700, n'ont pas été endommagées. Retour ici maintenant. Les Pom-Pom Girls des Dallas Cowboys annoncent qu'elles vont bénéficier d'une augmentation de salaire de 4 cents % après des années de lutte pour une revalorisation. La nouvelle a été révélée dans la série en streaming America's Sweethearts, Dallas Cowboys Cheerleader. Leur salaire avait déjà été augmenté de 2 cents à 4 cents $ par match à la suite d'un règlement judiciaire en 2019. Elles affirment que cette augmentation représente 4 fois ce montant. L'une des Pom-Pom Girls les plus expérimentées a qualifié cette nouvelle augmentation, je cite, de « bouleversante ». À notre retour, l'Amérique marque cette journée. Enfin ce soir, ici, l'Amérique forte, du Texas au Tennessee en passant par la Géorgie. Beaucoup rendent hommage à Juneteenth. Et nous nous souvenons de ce qu'Opal Lee, surnommée la grand-mère de Juneteenth, nous a dit à propos de cette journée. Ce soir, à travers toute l'Amérique, un pays commémore Juneteenth.
Il y a 160 ans, ce jour-là, les personnes réduites en esclavage au Texas ont appris qu'elles étaient libres. De Galveston, au Texas, à Savannah, en Géorgie, jusqu'à Knoxville, dans le Tennessee ce soir, les communautés se rassemblent. Léla Jordan, 14 ans, à Knoxville, et sa pancarte, Juneteenth, honorer le passé, inspirer l'avenir. À Washington DC aujourd'hui, des centaines de personnes faisaient la queue à l'intérieur des archives nationales pour voir la proclamation d'émancipation. Et à Dallas, la Dallas Historical Society expose le seul exemplaire connu encore existant du document de l'ordre général numéro 3. Cet ordre, affiché par les troupes de l'Union dans tout le Texas, déclarait que tous les esclaves étaient libres et bénéficiaient, je cite, d'une égalité absolue. Cela arriverait 2 ans et demi après qu'Abraham Lincoln ait signé la proclamation. Et aujourd'hui à Fort Worth, au Texas, des centaines de personnes ont participé à la marche pour la liberté d'Opal, bien sûr en l'honneur d'Opal Lee, que vous avez rencontré ici même dans ce journal, surnommé par beaucoup la grand-mère de Juneteenth. Et nous nous souvenons de ce qu'Opal nous a dit sur l'importance de se rassembler en ce jour. Elle a dit, sous notre peau, nous sommes tous pareils, alors nous devons nous entraider. C'est tellement vrai. Je vous retrouve ici demain soir. Bonne nuit. Merci de faire de World News Tonight avec David Mir le journal télévisé le plus regardé d'Amérique.